Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. On va parler de motivation. Donc voilà, on vous a un petit peu réveillé avec Happy. On espère que vous le serez encore tout en fin de conférence avec les bons enseignements que vous saurez en tirer et la participation que vous aurez eue. Mon nom est Christophe Barmand, je suis cofondateur de Loico et je suis très très heureux d'animer cette petite matinée en votre compagnie et avec la collaboration évidemment de Otherwise 9. Quelques bonnes pratiques qu'on va vous donner maintenant pour que la conférence soit la plus interactive possible. Déjà, au niveau des questions, vous savez, je pense qu'après 13 mois de conférences sur Zoom, vous avez l'habitude, mais vous avez une fonctionnalité qui s'appelle le Q&A ou Q&R en fonction notamment de la langue de votre Zoom, dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc, si vous ne pouvez utiliser pas le chat pour poser des questions, c'est le chat, réservez-le pour les problématiques techniques que vous pourriez avoir ou pour vous onomatopées en tout genre. Pour les questions, utiliser le Q&A, ça nous permet, nous, de les recenser, puis ensuite de vous les restituer sous forme de synthèse. D'ailleurs, les intervenants essaieront de répondre à vos questions pendant l'événement. Évidemment, ils n'auront peut-être pas le temps d'y répondre à toutes, mais ça permet de maximiser le nombre de questions auxquelles ils pourront répondre. Lors de la partie table ronde qui clôturera le webinaire, vous pourrez lever la main et puis moi qui animerai la table ronde, je vous donnerai la parole. Et c'est un espèce d'énorme pouvoir que j'ai sur vous, c'est que je peux activer votre micro ou non pour vous donner la parole en fonction aussi du temps qui nous restera. On vous enverra la présentation après le webinaire et puis évidemment, il y aura un format replay. Donc, le webinaire est évidemment enregistré. Voilà pour les quelques infos pour que ce webinaire se déroule de la meilleure manière possible. On a un super casting donc, pour ce webinaire. On se réjouit de les entendre. Donc, au niveau des organisations, Otherwise 9, Université de Genève et Ekiden, qui vont se présenter à vous évidemment et qui vont également vous donner leur perception de la motivation et comment est-ce qu'ils y travaillent avec leurs équipes sur le terrain. Marion Matet, d'ailleurs, qui va commencer la conférence, posera un petit peu le cadre, un petit peu plus théorique de son expérience de consultante. Et ensuite, on aura Aude et Geoffrey qui viendront parler de leur expérience pratique dans leurs organisations. Aude, Geoffrey, Marion, bon, on se réjouit de vous entendre. On va commencer avec toi, Marion. Bienvenue. Je te laisse te présenter et puis démarrer cette conférence pour les autres. On se réjouit de vous voir tout à l'heure. Marion, la parole est à toi. Oui, merci Christophe. Donc Marion Matet, consultante en ressources humaines auprès d'Otherwise 9 depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé dans l'hôtellerie, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne. Donc j'ai commencé dans le domaine commercial et puis je me suis rapidement orientée dans les ressources humaines. Tout d'abord en cabinet de recrutement pendant un peu plus de 7 ans pour différents types de métiers où j'ai eu du coup l'occasion d'encadrer des équipes, de faire de la gestion de projet. Et puis ensuite, voulant en faire plus pour les gens dans le monde du travail, je me suis formée au coaching. Je me suis mise à mon compte. J'ai travaillé aussi avec une multinationale pour l'aider à se développer, à s'implanter sur Genève. Et puis, j'avais besoin de continuer à me développer, de faire plus de choses pour le monde du travail, pour l'épanouissement des gens dans le monde du travail. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Otherwise 9. Voilà, donc aujourd'hui, je suis coach, formatrice. J'accompagne les gens en outplacement. Je fais aussi des assessments, entre autres. Voilà, donc beaucoup de choses qui me permettent d'avoir une vision très globale du marché du travail et très ancrée. Voilà, et je n'ai pas accès à la présentation. Si, ça y est, petit décalage. Voilà, alors moi, dans ma partie, ce que je vais faire, c'est vous rappeler en fait les origines de la motivation au travail, d'où ça vient, comment c'est né, parce qu'on verra que finalement, c'est très récent comme concept. Je vous donnerai une définition de la motivation au travail. Je vous expliquerai pourquoi c'est devenu important. Et puis quels sont les facteurs qui l'influencent. Et puis enfin, je donnerai 4 règles d'or pour accompagner et créer les bonnes conditions aujourd'hui en entreprise pour maintenir, créer la motivation au travail. Voilà.
Tout d'abord, je vous disais, c'est un concept qui est très moderne, la motivation au travail. C'est quelque chose qui est doublement moderne, en fait, parce que le travail, ça d'abord... le travail, ça dépend en fait de votre condition. Dans certains pays où les sociétés elles sont faites sous forme de caste, sous forme de privilèges, c'est à la naissance que notre travail il est déterminé. Donc du coup, on n'a pas tellement de choix et la question de la motivation ne se pose pas. Et puis ensuite, cette motivation au travail, c'est devenu un sujet d'étude uniquement à partir de la fin du 19e siècle. Donc finalement, c'est très récent comme sujet d'étude. Voilà. Pour comprendre la motivation au travail, il faut remonter aux origines du travail. Et puis le travail, on se rend compte qu'au début, c'était surtout une activité qui était perçue comme une dépense d'énergie physique, comme des efforts faits contre la nature pour garantir à l'homme sa survie. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui était de l'Antiquité jusqu'à une grande partie de l'ère chrétienne, qui était surtout réservé aux esclaves et aux serfs, parce que c'était perçu comme quelque chose de dégradant. Voilà, toujours un petit décalage, pardon. Et puis finalement, c'est à la réforme protestante que le travail va acquérir ses lettres de noblesse. Le travail devient finalement une vocation au service de la glorification de Dieu. Et puis, il va devenir aussi une obligation morale laïque. Et là, c'est une vraie révolution parce que du coup, le travail, ça devient une valeur centrale dans l'évaluation du statut social des individus. Et puis, tout ça jusqu'à finalement la révolution industrielle où là, le travail va changer de dimension, va changer de nature. Il va se mécaniser, il va se concentrer et les sociétés industrielles, à l'aube du XXe siècle, vont commencer à rationaliser le travail, à faire en sorte que les employés soient plus efficaces, plus rapides pour produire plus. C'est l'époque du taylorisme, c'est l'époque où on va finalement dessaisir le travailleur de toute initiative dans la conception de son travail, dans le rythme de ses activités. Et puis, ce qui se passe, c'est que du coup, l'employé devient un exécutant qui est passif de prescriptions qui ont été conçues par d'autres. Et puis, cette production industrielle massifiée, parcellisée, elle va donner naissance à des préoccupations en termes de motivation parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome taylorien. En fait, les employés commencent à plus être motivés et du coup, il commence à y avoir des dysfonctionnements, il commence à y avoir beaucoup de turnover, de l'absentéisme, une mauvaise qualité du travail, parfois même du sabotage des machines. Et du coup, la performance qui devait être au top avec ce taylorisme, finalement, elle est limitée et les profits aussi des entreprises. Et les entreprises commencent à s'inquiéter et donc du coup à motiver des chercheurs, des psychologues à se pencher sur la motivation ouvrière. J'ai toujours un problème à passer mes slides, je suis navrée. Voilà, la motivation, donc on voit que la motivation c'est vraiment récent, c'est suite à cette révolution industrielle qu'elle se crée. Et avant ça, la motivation c'était défini comme un ensemble d'émotions, qui soient conscientes ou non, qui mettent l'individu en mouvement. Et puis avec ces études, la motivation devient liée au travail. Et là, on commence à avoir plusieurs définitions qui vont être données. Je vais simplement vous redonner la dernière. La dernière, c'est la motivation au travail, c'est un ensemble de forces énergétiques qui... Je vais passer les slides, mais ce n'est pas possible. Un ensemble de forces énergétiques qui proviennent aussi bien de l'intérieur de l'être humain que de forces environnementales externes. Et puis, ça prend différentes... ça doit être suscité, en fait, par son comportement au travail pour déterminer, en fait, une force, une forme, une direction, une intensité et une durée. Donc, ce qu'on comprend finalement, c'est que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui est visible directement, mais c'est quelque chose qu'on va voir à travers un comportement.
Et donc, la motivation, c'est un organisme vivant qui évolue en permanence selon les expériences des individus, selon leur passé, selon leur éducation, selon leur socialisation. Donc, on comprend que finalement, la motivation au travail, c'est très important parce que c'est un facteur de performance. Donc, du coup, les chercheurs se posent dessus, sont très motivés à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, ils se rendent compte avec des études à partir de 1927, avec une étude de Hawthorne et une interprétation d'Elton Mayo, que finalement, ce n'est pas tout ce qui est lié aux modalités de rémunération ni aux conditions de travail qui vont motiver les employés, mais surtout, en fait, le fait qu'on s'intéresse à eux. C'est ce qu'ils appelleront le facteur humain ou la logique des sentiments, c'est-à-dire le fait d'être pris en considération, le fait que le management se préoccupe de leur bien-être, de leurs sentiments, de leurs émotions. Et c'est ça qui va avoir un impact sur la motivation des gens. Les études se poursuivent, on se rend compte que du coup, ce n'est pas seulement l'estime de soi et puis les relations de groupe qui sont importantes, mais aussi le degré de participation des salariés à l'organisation de leurs activités. Et puis un petit peu plus tard, Herzberg avancera le concept de deux facteurs. Le premier, les facteurs d'ambiance qui sont reliés aux relations, aux conditions de travail, donc tout ce qui est bruit, tout ce qui est chaleur, salaire, statut, relations humaines. Et tous ces facteurs-là, en fait, ce n'est pas un facteur motivant, c'est un facteur de base à assurer par l'entreprise pour ne pas générer d'insatisfaction dans leurs employés. Ce qui va créer de la motivation, c'est ce qu'il appelle les facteurs valorisants. Et ces facteurs-là, c'est justement l'évolution de carrière, les responsabilités, l'autonomie. Et tout ça, en fait, c'est intrinsèque au travail et ça relève de l'épanouissement de l'individu. Donc voilà, la motivation, différents facteurs, les intrinsèques et les extrinsèques. Et puis, ce qu'on voit finalement, c'est que toutes les études démontrent que les facteurs extrinsèques, qui sont liés donc à la récompense, l'approbation sociale, la compétitivité en entreprise, etc., ça fonctionne uniquement en fait pour des tâches qui sont simples et qui ne nécessitent pas de réflexion. Donc finalement, des tâches qui sont automatisables et qui finissent par être automatisées. Et que, en fait, ces facteurs-là, ils sont même mauvais puisqu'en fait, ils détruisent la créativité. Ils forcent les gens à être tellement dans la compétition qu'ils arrêtent de prendre le temps d'innover. Donc, pour que finalement les gens soient vraiment motivés et que ça soit durable, on se rend compte que ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la pulsion intrinsèque et invisible chez les individus, cette aspiration à faire les choses pour une raison intérieure ou de faire les choses parce qu'elles ont du sens pour soi, c'est ça qu'il faut favoriser. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est cette autonomie, ce désir de pouvoir diriger notre vie, cette maîtrise, ce besoin de se surpasser pour quelque chose qui compte, et puis la pertinence, cette envie de faire ce que l'on fait pour quelque chose qui nous dépasse. C'est ces trois facteurs-là qui sont vecteurs de motivation en entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à parler de ça aujourd'hui alors que toutes ces études elles sont là? Parce qu'en fait, on est toujours dans notre monde du travail, dans un monde de productivité, avec en plus une logique, un monde qui est devenu très incertain. Et ça a un impact très fort sur la motivation. Tout d'abord parce que ce qu'on voit, c'est que les individus, on leur demande maintenant de gérer beaucoup de relations à court terme. On leur demande de passer d'une activité rapidement à une autre, de changer de lieu de travail rapidement, de développer de nouvelles compétences qui sont finalement de courte durée parce que tout change très vite. Et puis aussi de renoncer à des habitudes qui avaient fait leur preuve parce qu'en fait, l'expérience pour la résolution des problèmes, dans ce monde dans lequel on vit, elle n'est plus très utile. Et ce qu'on a vécu ces derniers temps avec l'augmentation du travail à distance, en tant que consultant chez Otherwise 9, on a vu vraiment que ça avait un impact très fort en termes de démotivation
sur les employés. On a vu aussi que nos clients, ils étaient anxieux de savoir si la productivité de leurs employés à distance allait être maintenue. Et puis, ils étaient aussi anxieux de la santé de leurs collaborateurs, la santé mentale et physique des collaborateurs. Donc, finalement, on voit qu'il y a une pression émotionnelle et économique qui pèse fortement sur les motivations au travail en ce moment, parce que les employés, ils sont inquiets, ils ont peur de perdre leur travail, ils sont inquiets de leur santé, d'être impactés, ils sont inquiets que leurs proches puissent être touchés par le virus, ils sont inquiets de ne pas pouvoir payer leurs prêts, etc. Donc, tout ça fait qu'ils sont devenus très anxieux. Et puis, en parallèle, il y a aussi 3 manques. Le premier, c'est ce manque de plaisir, le fait de travailler à distance. On a beaucoup de contacts, mais en fait, on a peu de contacts de qualité. Et le plaisir qu'on trouvait à travailler avec les autres pour résoudre des problèmes, participer à la création de nouvelles idées, à des challenges, etc., ce plaisir-là, il est réduit avec le travail à distance. Et puis, l'objectif, dans le sens où le fait de travailler à distance, on est moins en contact avec nos clients, on est moins en contact avec nos collègues, avec nos clients internes. Et du coup, on ne peut pas voir concrètement en fait, le résultat de nos actions, les effets de nos actions. Et on perd un peu de ce sens de notre mission, de savoir ce qu'on fait, quel effet ça a. Et donc, cette perte d'objectif impacte la motivation. Et puis, enfin, le potentiel. Le fait de travailler ensemble, ça nous permet de souvent apprendre au contact des uns et des autres, apprendre de nos succès, apprendre de nos échecs, les partager. Et puis le fait de travailler à distance, on se rend compte que les gens ils sont moins stimulés sur ce plan-là et que du coup, ça aussi, ça pèse sur eux. Donc finalement, ce qu'on voit, nous, dans notre vie de tous les jours chez Otherwise 9, c'est qu'il est important que les collaborateurs continuent à se sentir utiles, qu'ils continuent à rester challengés, et puis qui continuent à être occupés pour agir vers quelque chose qui fait sens pour eux. Le risque, ça serait justement de repartir en arrière et puis de créer un cadre qui devienne beaucoup trop strict, beaucoup trop rigide, avec des processus qui sont utiles pour naviguer dans l'entreprise, pour fluidifier, rendre plus rapides les processus, mais qui vont finalement inhiber la créativité qui est nécessaire aujourd'hui pour faire face à cette situation et qui est finalement démotivante aussi pour les employés. Donc, les 4 règles d'or que je souhaite vous proposer aujourd'hui pour permettre de maintenir la motivation au travail. La première, c'est tout d'abord d'incarner une vision. Incarner une vision, ça veut dire que les employés, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, dans un contexte qui est particulièrement exigeant, ils font. Donc, en tant qu'entreprise, en tant que leader, il est important de créer une vision puis de la partager pour que les équipes puissent donner un sens à leur action individuelle et à leur action collective. Il est important aussi, je vais toutes les mettre, ça sera plus simple. Ah, c'est vous, Christophe, très bien, merci. Il est important aussi de donner confiance et envie. Vous voulez donc qu'ils se donnent, ces employés, vous voulez qu'ils soient motivés à faire leur travail dans un contexte qui est très changeant, qui est très exigeant. Et pour ça, ils ont besoin de se sentir en confiance. On se donne pour quelqu'un en qui on a confiance. Et ça passe par la cohérence, la clarté, l'empathie et la franchise. Donc, il est important de pouvoir exprimer clairement ses attentes, sa vision, de créer une culture du feedback, de donner du feedback régulièrement. Le feedback, ça permet aux gens de savoir où ils en sont, de savoir où ils doivent aller. Et ça crée finalement une atmosphère qui est propice à l'engagement. Et puis enfin, valoriser l'intelligence collective. On l'a vu, il est très important que les employés se sentent stimulés, qu'ils aient l'impression de développer leurs compétences. Donc, il est important de pouvoir permettre aux gens de partager leurs apprentissages, de partager leurs succès, leurs réussites, et puis de créer ce sentiment de co-responsabilité dans l'entreprise. C'est une équipe, ça veut dire qu'on est complémentaires. Donc, le leader s'entoure de personnes qui sont complémentaires et qui vont partager ses forces à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire partager ses forces au sein d'une équipe, mais ça veut dire aussi
partager ses forces avec d'autres équipes au sein de l'entreprise. Et puis, du coup, d'encourager la coopération entre ces différentes équipes. Et puis, finalement, créer les conditions de l'innovation. Créer les conditions de l'innovation, ça veut dire qu'il faut croire au potentiel de chacun, au potentiel créatif de chacun. Et puis, il faut surtout donner l'opportunité à chacun d'avoir voix au chapitre, de pouvoir participer. Et pour ça aussi, il faut que les gens puissent aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors, ça peut être dans d'autres équipes, ça peut être chez d'autres personnes, mais ça peut être aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça veut dire pratiquer une veille concurrentielle active. Et puis, ça permet de voir éclore des concepts qui vont faire la différence. Et je voudrais du coup vous citer une société qui a mis en place ce qu'ils appellent les FedEx Day. C'est la compagnie australienne Atlassian. C'est une compagnie IT dans l'informatique. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils offrent chaque mois à leurs employés 24 heures pour aller travailler sur quelque chose qui est en dehors de leur domaine de travail. Donc, ils partent, ils ont 24 heures et ils bossent sur complètement autre chose que ce qu'ils font au travail. Alors, ça reste toujours dans l'IT parce que c'est des développeurs. Et du coup, la règle, c'est au bout de ces 24 heures, ils doivent délivrer, montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur projet. C'est pour ça que ça s'appelle des FedEx Day. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette fenêtre de créativité, cette fenêtre sans cadre restreint, ça booste leur créativité. Et ces développements, en fait, ils trouvent une place à l'intérieur de l'entreprise et ça permet d'offrir de nouveaux services, d'en développer. Et ça a boosté très fortement les performances de l'entreprise. Donc, pour finir, pour répondre à la question motivation au travail, qui en est responsable, moi, il me paraît clair qu'on en est tous responsables parce que l'entreprise et les ressources humaines, finalement, elles vont créer les conditions, ces conditions de base qui sont nécessaires pour être le terrain de la motivation. Les managers, ils vont piloter par leur comportement, ils vont s'assurer de mettre en place ces différents points que j'ai présentés. Et puis enfin, l'individu, il va être acteur, il va lui aussi trouver ce sens, développer ce potentiel, cette autonomie. Et il est important qu'il soit conscient de tout ça. Et puis, pour finir, il est important aussi de se rendre compte que les relations sont très importantes et donc que finalement, on est tous responsables de la motivation des uns et des autres en entreprise. Merci beaucoup. Merci Marion pour ta présentation passionnante. On se réjouit d'en discuter ensemble sur la table ronde. Il y a une question qui a été posée. N'hésitez pas, par Elisabeth, n'hésitez pas à poser vos questions à Marion sur le Q&A. Mettez un petit hâte Marion, comme ça, Marion sait tout de suite que c'est à elle que la question est posée. On va accueillir maintenant, en te remerciant Marion, en nous réjouissant de te revoir tout à l'heure à la table ronde, on va accueillir maintenant Aude Torel, qui est directrice des ressources humaines de l'Université de Genève. Bonjour chère Aude, ça fait plaisir de t'accueillir. Et puis, je te laisse la main aussi pour la présentation. N'hésite pas aussi à me dire si tu as des problèmes de passage de slide. Il n'y a aucun problème, je ferai le passage de slide pour toi. Voilà, Aude, la parole est à toi. Très bien, je te remercie beaucoup Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis directrice des ressources humaines de l'Université de Genève depuis depuis décembre 2020, donc c'est très récent. J'ai un parcours qui est surtout dans l'humanitaire. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur humanitaire sur tous les continents. Et les 10 dernières années, en fait, j'ai travaillé à la direction des ressources humaines de Médecins sans frontières en Suisse. Donc, je vais vous parler de différentes expériences et différents contextes aussi et du rôle des ressources humaines à l'intérieur de cet aspect de motivation au travail. Donc, voilà, je vérifie juste. C'est bon, voilà, pour le PowerPoint. Le premier point, je vais revenir sur un point que Marion a développé. Voilà, donc nous allons voir ensemble ces différents aspects, la responsabilité de la motivation, un partage d'expérience, et en particulier sur cette dernière année qui était vraiment particulière, des lessons learned et puis un élargissement en fait des attentes. Je vais revenir sur un point, si ça marche. Voilà. Je vais reprendre un point que Marion avait mentionné parce que je pense qu'il est absolument fondamental dans la partie de la responsabilité employeur, de création en fait d'un cadre qui permet le développement de la motivation.
le développement de la motivation ou l'existence de la motivation. Donc, c'est l'aspect sur les facteurs, en fait. Donc, Marion les a évoqués comme les facteurs d'ambiance et les facteurs valorisants. Donc, c'est la théorie des 2 facteurs de Herzberg avec les facteurs donc d'hygiène et de motivation. L'existence des premiers facteurs, donc des facteurs d'hygiène, en fait, a peu d'impact positif sur la motivation, mais un impact énorme sur la démotivation. Et ils font partie en fait des conditions de base nécessaires qui doivent exister chez l'employeur pour que les employés puissent performer. Donc, conditions qui sont souvent vérifiées ou appliquées par les divisions RH, quelquefois par d'autres divisions aussi dans les entreprises qui ont une plus grande taille. Euh, donc voilà, on est sur l'existence et la justice en fait au niveau de l'administratif de l'entreprise, les conditions physiques de travail, chaleur, bruit, luminosité, ergonomie. Au niveau de l'expérience de l'année dernière, je pense qu'on peut aussi extrapoler juste au fait de pouvoir travailler en télétravail, d'avoir le matériel adéquat au niveau ordinateur, téléphone, etc. Il y a des questions de supervision qui doivent exister et supervision à nouveau équitable, saine, qui soit mise en place. Les relations interpersonnelles avec les collègues, l'argent suffisamment, pas forcément trop parce que ça peut enlever des parties de motivation intrinsèque aussi. Le statut et la sécurité. Donc, une fois ces facteurs d'hygiène assurés, il y a d'autres facteurs qui vont, eux, si on influence sur ces facteurs-là, avoir un impact direct sur la motivation. S'ils ne sont pas présents, il n'y a pas forcément de démotivation. C'est vraiment des facteurs qui ont un impact qui peut être, qui va uniquement être dans le positif. Donc, la réalisation de soi et l'excellence, la reconnaissance pour le travail effectué, pour la contribution, le travail en lui-même, le plaisir d'effectuer son travail, l'intérêt, l'adéquation avec l'intérêt des collaborateurs et collaboratrices, la responsabilité et la reconnaissance de cette responsabilité en lien avec les valeurs des individus aussi, la promotion et le développement. Il y a une partie dans ces facteurs, il y a une partie aussi qui est d'aller au-delà de ces capacités actuelles, pouvoir prendre des risques en termes de développement personnel, qui est aussi lié aux facteurs de motivation. Je reviens sur les autres questions. Voilà. Donc, en termes de responsabilité de la motivation, à nouveau, il y a vraiment d'abord une responsabilité employeur parce que c'est le cadre des conditions de travail qui doit être en place. Par contre, cette responsabilité employeur, elle n'est pas suffisante. Elle doit être partagée. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, un effort commun au niveau des équipes, donc qui est de l'ordre du collectif, mais les collaborateurs et collaboratrices doivent pouvoir, mais doivent aussi s'inscrire à l'intérieur de cette motivation. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie, il y a une réalisation des gens qui permet en fait que les conditions de motivation puissent être transformées en motivation véritable. Donc, les facteurs aussi sont souvent intrinsèques. Donc, je reprends aussi un des éléments très utiles que Marion a partagé, mais intrinsèques aux individus, intrinsèques au travail. C'est-à-dire le travail en lui-même doit être suffisamment intéressant. Donc ça va être aussi de l'ordre de la responsabilité employeur, mais les récompenses, la motivation ne doit pas venir que de facteurs externes aux employés. Je reprends l'exemple du salaire. Si un salaire doit être considéré comme juste et suffisamment valorisant, si le salaire est considéré comme disproportionné, à ce moment-là, des gens qui vont accomplir un travail ou qui vont s'accomplir dans le travail, en fait, vont perdre certains des éléments qu'ils avaient en eux et vont attendre certains signes externes de reconnaissance pour continuer à se mobiliser. Sur le deuxième point, en fait, qui était ce que nous avons mis en place. Alors, je vais prendre les exemples dans différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, y compris l'Université de Genève avant que j'arrive l'année dernière. La question du télétravail et la question aussi de la pandémie ont été des challenges majeurs l'année dernière, avec une vraie inquiétude, en fait, se demandant notamment s'il y avait besoin de mettre en place des systèmes de travail nouveaux
si les règles du travail, les habitudes du travail, l'interaction avaient besoin d'être complètement repensées, ou s'il y avait des bases solides, des habitudes ou des liens de confiance qui pouvaient être utilisés pour rebondir en fait dans cette nouvelle situation. L'Université de Genève, l'an dernier, a mis en place des modules spécifiques de management dans le cadre du télétravail. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'en fait, c'était vraiment les fondamentaux du management, et en particulier de la transparence, de la confiance, du dialogue, qui ont vraiment permis de continuer à établir les liens et de continuer à maintenir cette motivation des deux côtés. Donc, une question bien sûr d'outils de travail adéquats. Donc ça, c'était une question majeure, et ça a été, je pense, un challenge qui a été relevé par la plupart des institutions et des entreprises, quelquefois avec difficulté au tout début de la pandémie. Un accord sur les modalités, parce que ça a été un élément aussi assez sensible et qui a pu miner certains points de confiance ou d'autonomie. Le partage des objectifs aussi, là on vient plus sur des outils de management. Le partage des objectifs dans lesquels les gens doivent pouvoir s'inscrire, la collaboration, les définitions de la collaboration, la communication. Je pense notamment à tout ce qui est communication non formelle, en fait. Tous les gens qui réglaient des problèmes en se rencontrant au coin d'un bureau ou à la pause café, tout ça, ça n'existe plus, ou ça existe très peu depuis 13 mois. Donc, il a fallu aussi à un moment redéfinir peut-être des espaces plus formels de communication, ou en tout cas plus réguliers, plus explicites, pour pouvoir arriver à continuer à maintenir ce dialogue. En conclusion aussi, hein, sur les attentes des collaborateurs et des collaboratrices dans le domaine de la motivation, je pense qu'il y a une vraie importance à replacer les individus à l'intérieur de leur propre destin professionnel et aussi de leur propre motivation. Bien sûr, il y a besoin d'avoir un cadre. Par contre, le cadre en lui-même ne suffit pas. Il ne faut pas qu'on considère que ce cadre permet une passivité. En fait, c'est un cadre qui doit justement permettre aux personnes d'être acteurs et actrices de leur propre destin professionnel, et aussi de leur propre développement. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que c'est à nouveau une responsabilité qui est partagée, avec un certain nombre d'obligations ou de cadres en fait qui sont extrêmement définis au niveau des critères d'hygiène, et par contre énormément de possibilités de développement à partir du moment où les individus sont placés en autonomie et en responsabilité de leur propre carrière. Je vous remercie pour votre attention, et je reste disponible aussi pour répondre aux questions dans l'espace de dialogue. Merci beaucoup, Sherwood. Super intéressant de voir comme une institution aussi importante que c'est Genève, notamment cette phase de pandémie, a mis en place des moyens pour garder les gens on board, pour garder motivés. On va évidemment t'avoir après sur la table ronde pour des questions, donc reste concentré. Puis surtout, tu as des questions qui ont été posées dans le Q&A, donc on te laisse gentiment y répondre pendant que tu en as le temps. À tout de suite, Aude. Un grand merci. On voulait évidemment avoir dans cette conférence deux avis, deux expériences. L'expérience d'une grande organisation comme l'Université de Genève, et puis plus une expérience peut-être de PME. Donc pour ça, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Geoffrey Béhagel. Geoffrey, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Tu peux sans autre activer ton micro et ta caméra. Voilà, bienvenue Geoffrey, on est content de t'avoir avec nous. Alors, on te laisse te présenter, présenter Equiden Group qui est tout juste peut-être un petit peu moins connu que l'Université de Genève, en tout cas dans notre bel arc lémanique. Et puis ensuite, on te laisse dérouler ta présentation une nouvelle fois. Si tu as du souci de passer les slides, n'hésite pas à me faire un petit coucou, puis je le ferai pour toi. Voilà. Très bien. Bien, et merci de me passer la parole. Merci de m'inviter aussi à ce micro. Comme tu le disais, c'est un sujet, si on est tous là, c'est que c'est un sujet qui nous concerne ou au moins qui nous intéresse. Je trouve assez intéressant de mettre en perspective cette notion de motivation des équipes, de favoriser, de créer l'environnement de motivation en se rappelant les objectifs de l'entreprise. Effectivement, une société comme Equiden, que je vais présenter, mais est
très différentes d'un grand établissement. Et donc, peut-être que les types de population, peut-être que les leviers de cette motivation sont différents. Moi, je vais vous mettre du coup dans une perspective de start-up, parce que ça s'appelle groupe, mais c'est un peu présomptueux dans le sens où on a été créé il y a un peu moins de 2 ans. Ça reste malgré tout un groupe parce que cette société qu'on a créée, qui s'appelle Equiden, qui a son siège en Suisse, qui est liée à la société informatique LK, que certains connaissent peut-être. Et en fait, cette société a été créée il y a un peu moins de 2 ans, juste avant le Covid. Donc, on savait que ça allait être challenging, mais là, on a été servi. Et on a malgré tout réussi à ouvrir 6 bureaux dans 6 pays en Europe. On est un peu plus de 70 personnes aujourd'hui, donc on n'a pas chômé. Et justement, le projet d'entreprise et cette démarche de motivation est assez clé, parce que démarrer de zéro, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose d'autre à vendre qu'une vision. Et pour atteindre cette vision-là, il faut que les équipes soient bien motivées et on doit recruter les meilleurs parce que forcément, comme tout le monde, on a envie de recruter les meilleurs. Et pour ça, il faut que l'environnement soit accueillant, motivant et qu'on arrive à se créer une place au milieu d'un marché qui est très compétitif. Et donc, j'ai pris un peu de recul pour vous présenter ma vision de la motivation. Juste avant ça, donc, Equiden, société de conseil on va dire en conseil en technologie en règle générale. On a 3 axes, tout ce qui est technologie IT et digital, tout ce qui est technologie industrielle et tout ce qui est technologie pharmaceutique et biotech. Et donc, notre job, c'est de recruter des consultants et de les mettre à disposition des projets de nos clients. En parallèle de ça, je m'occupe d'un podcast qui s'appelle Innovation Leaders, parce que j'anime une communauté qui s'appelle Together by Tech. Donc, c'est beaucoup de nouveaux noms, mais Together by Tech, c'est la communauté qui fédère des personnes sensibles à l'innovation et à la technologie en Europe. Et dans le cadre de cette communauté, je m'occupe d'un podcast qui s'appelle Innovation Leaders, que vous pouvez retrouver sur Spotify ou Apple Podcast. Et ça me permet de rencontrer pas mal de monde, cette activité-là. Et donc, je vais essayer de vous donner ce que je retiens, moi, des différents échanges que j'ai pu avoir ces dernières années dans cet univers-là. 4 piliers. Pour moi, il y a l'environnement de travail, la culture de l'entreprise, l'approche managériale et, de manière sous-jacente, un enjeu important du recrutement qui permet de faire prendre la mayonnaise, j'ai envie de dire. Si on regarde l'environnement de travail, pour moi, c'est ce que on a cité un peu plus tôt par Aude, je crois, et c'était le patron d'Orange à l'époque en Angleterre qui avait dit ça. Avant de penser à motiver vos équipes, pensez à ce qui pourrait les démotiver. Et donc, du coup, l'environnement de travail, les conditions, le cadre de travail, l'espace de la cafette, le matériel avec lequel les équipes vont bosser, je pense que c'est hyper important. Et j'avais discuté avec un des patrons de Nestlé qui s'était posé la question, qui avait décidé de mettre en place des laptops Apple et du matériel Apple, d'une part pour être attractif vis-à-vis de la nouvelle génération, mais aussi parce que c'était quelque chose qui était très demandé. Alors, c'est cher, ça demande une intégration un peu différente, mais malgré tout, c'est quelque chose qui permet de fidéliser les équipes et de les rendre un peu plus motivées. Donc, ça peut être du détail, mais ça peut être aussi, en tout cas, pour moi, ça doit être une démarche fondamentale. Et si on reprend l'exemple de Nestlé, qui est un grand groupe, comme on le sait, il y a plusieurs dimensions dans leur organisation. Il y a la dimension B2B, donc on vend aux partenaires, on vend aux grandes entreprises. Il y a la dimension B2C, on vend à des particuliers. Et il y a une définition que j'ai découverte chez eux, c'est le B2E. C'est le business to employees. Ça veut dire qu'il y a des équipes, des départements qui travaillent pour l'interne, pour les équipes. Et cette notion-là, elle est intéressante. Ça veut dire qu'on doit avoir du marketing, on doit avoir de la réflexion, on doit avoir une organisation dédiée à ces équipes et qui sont là pour remonter les besoins d'outils, les applications, faire de la communication interne et tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'appeler ça B2E, mais en tout cas, il faut se poser la question de mettre en place une team qu'on appelle QVT, la qualité de vie au travail. Vous avez peut-être vu des termes arriver de Chief Happiness Officer, mais c'est autant d'outils qui permettent de remonter les infos et de faire du lien entre les équipes pour s'assurer que notre entreprise, on va dire, propose une expérience à ses employés qui est intéressante. Ensuite, il y a l'environnement de travail positif. J'aurais tendance à dire de faire attention aux grosses équipes. Casser les silos, faites en sorte que les équipes se retrouvent entre elles et
créer des petites équipes dans lesquelles les gens vont avoir la parole, vont avoir de l'impact, vont pouvoir proposer, vont pouvoir écouter, parce qu'être dans un grand groupe, on le sait, ça génère de la frustration, on a l'impression d'être un pion et de ne pas forcément être entendu. Donc, cassez les silos, faites des petites équipes, partagez les responsabiliser. Toi, Christophe, tu connais bien le concept de l'holocratie avec l'approche de la yolocratie que vous déployez avec l'oikocratie, pardon. Et cette notion d'holocratie, ça veut dire je fais en sorte de diluer le management. On est un peu moins en pyramidal, on est un peu plus en horizontal aujourd'hui. Il faut soigner l'onboarding et l'offboarding. D'accord. On est là pour constituer un travail positif. Donc, il y a peut-être des éléments dans l'organisation qui ne vont pas être positifs. Ça peut être des éléments matériels, comme on a vu plus tôt, mais ça peut être aussi des personnes. Et je prends l'exemple de Netflix. Netflix, ils ont mis en place, dès le départ, une politique d'offboarding. Donc, on est là pour demander aux personnes qui ne sont pas à leur place de sortir de l'organisation ou d'aller dans un autre job. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être tabou. Et c'est vrai que dans certaines organisations, on a pris l'habitude d'avoir une organisation un peu fixe. Mais en fait, il faut générer cette adaptabilité, cette remise en question permanente et faire en sorte que les personnes qui ne sont pas à leur place, eh ben, on leur trouve un job en interne qui leur correspond mieux, ou alors on leur trouve un job en externe. Et chez Netflix, c'est un gros chèque, un cabinet de conseil externe pour faire en sorte que cette expérience-là soit positive pour tout le monde. D'accord ? Et je discutais il n'y a pas longtemps avec Grégoire Gambato, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être sur les réseaux, qui me disait qu'une des questions importantes dans son processus de recrutement, c'était de poser la question de qu'est-ce qui ferait que vous allez, à votre avis, quitter l'entreprise dans les prochaines années au moment où il recrute cette personne-là. Pourquoi, à votre avis, vous pourriez quitter la boîte? Et en fait, les gens expriment à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre de leur motivation pour rejoindre l'entreprise. Et vous allez découvrir en fait des éléments auxquels vous n'avez pas forcément pensé, qui font partie de la motivation de ces personnes-là à vous rejoindre. Donc, faites en sorte de cultiver cet élément-là dans l'environnement de travail. Dernier point sur l'environnement de travail, c'est la cohérence avec les valeurs. Un environnement de travail qui nous ressemble, les valeurs, la culture de l'entreprise, le projet de l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être au cœur et qui doit, à mon avis, se concrétiser dans l'organisation. Et je vous donne un exemple de ce qu'on a fait chez Equiden au moment du Covid, du premier confinement en mars 2020. À ce moment-là, on était une petite boîte et tout s'est effondré. Tous nos clients se sont arrêtés, tous nos projets se sont arrêtés du jour au lendemain. On était à peu près les derniers arrivés chez nos clients, donc les premiers à sortir. Et là, il fallait embarquer tout le monde. Et pourtant, nous, on est voilà, à l'époque, on devait être 20 ou 25, on était sur 3 ou 4 pays. Certains étaient venus dans la société sans qu'on se connaisse, sans s'être jamais vus. Et malgré tout, on a quand même réussi à créer un énorme élan de motivation parce qu'on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait fédérer les équipes. On a repensé nos valeurs. Et on les a redéfinis avec différents workshops qu'on avait fait avec des équipes croisées de candidats, d'employés, de consultants, de business développeurs et autres. Et on a créé des équipes mixtes pour que tout le monde brainstorm. Et on a créé cette refonte de nos valeurs. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment soudé les équipes et on est reparti de l'avant avec une envie et en étant rassuré sur le projet qui nous animait. Et c'est comme ça qu'on a réussi depuis mars 2020 à recruter 60 personnes dans nos équipes. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande de faire si vous sentez que vos équipes ne sont pas forcément fédérées. Okay, et ça permet de remettre le point sur quels sont les éléments qui nous ressemblent et quels sont les éléments qui nous rassemblent. Deuxième point, la culture de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à mon sens. C'est pourquoi on est là et faire en sorte que les personnes qui sont là, en fait, ont un lien. Et un des premiers points, on en parlait aussi plus tôt, c'est la communication et la transparence dans cette communication. La génération actuelle a besoin d'accès immédiat à l'information. Donc, dès qu'on sent que cette information-là n'est pas accessible, ça génère des frustrations, ça génère encore plus l'envie d'aller la chercher. Et la DRH de Netflix disait, faites attention, si vos collaborateurs ne sont pas informés par vous-même, il y a de grandes chances qu'ils soient mal informés par d'autres. D'accord ? Donc, gérez cette communication. Faites des sessions, par exemple, de Ask Me Anything. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est en gros, je vous propose 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours dans mon agenda. Venez, posez-moi toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de tabou. D'accord ? Donc, ça nécessite d'être préparé, ça nécessite de ne pas avoir de tabou, mais il faut les traiter, ces tabous, parce que ces tabous, ils se ressentent dans vos équipes. Donc, faites en sorte de mettre à plat cette organisation-là. Il y a aussi une société qui s'appelle Alan, que vous connaissez peut-être, qui est une start-up dans le monde de l'assurance, qui a décidé de tout ouvrir. Tout ouvrir, les lettres aux actionnaires, les comptes, les machins, parce qu'en fait, on se rend compte que cette information, si elle est accessible, eh ben, elle perd un peu de valeur et les gens
doivent être bienveillants. Si vous avez des gens malveillants dans votre organisation, c'est peut-être un autre problème. Mais il ne faut peut-être pas mettre l'organisation au niveau de sécurité pour les 2-3 brebis galeuses qu'on a dans l'organisation. Donc, c'est un élément qu'on doit intégrer. La communication doit être transparente, ouverte, claire et constante. On a aussi parlé du feedback. Le feedback, c'est quelque chose qui est fondamental, dans le sens où le feedback doit être, et c'est d'ailleurs drivé par un bouquin qui s'appelle Radical Candor, que vous connaissez peut-être, mais aujourd'hui, on doit connaître, on doit apporter du feedback constant. Il y a même des sociétés qui suppriment le feedback annuel. Et on se dit, mais attends, donc c'est quoi la logique de supprimer le feedback annuel? En fait, c'est de le rendre quotidien. Ça veut dire ne pas attendre 1 an pour faire le point. On peut le faire trimestriel, on peut le faire tous les jours. Et c'est hyper important de le faire dans les 2 sens. Assurez-vous que vos équipes remontent les infos, donc croisez les échanges, faites ce qu'on appelle un feedback à 360, parce qu'on doit faire intervenir différents départements, différentes personnes qui bossent avec une personne pour pas avoir de biais dans les feedbacks qui sont donnés. Il y a des outils qui permettent de mesurer le NPS, le Net Promoting Score des employés. Il y en a un que je vous recommande qui s'appelle Office Vibe, qui est un outil gratuit qui permet toutes les semaines d'envoyer un petit mail à vos équipes pour dire voilà, comment tu te sens bien ou pas, 1 ou 0. Et vous remontez ça et vous allez vite voir quelle est la température interne et comment se portent vos équipes. Ensuite, le lien humain, il est évident, encore plus dans cette période de Covid. Alors, on a des outils pour ça. Les outils comme Teams, les outils comme Workplace by Facebook sont assez précieux. Mais ça, c'est quand même du lien qui est assez virtuel. Ça veut dire qu'on va communiquer plus facilement, mais générer l'occasion de rencontrer les équipes dans un autre cadre. Parce qu'on a besoin de savoir avec qui on bosse. C'est un peu comme l'art. Plus on connaît une toile ou plus on connaît un artiste, plus on l'aime. Et je pense que plus on connaît les personnes de son équipe, plus on les aime. Et je pense qu'il faut générer cet espace-là, de permettre à l'autre de s'exprimer sur des thèmes qui ne sont pas pros, pour qu'il y ait cette sensibilité qui s'installe. Ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des random lunch ou des random coffee. Vous vous invitez, voilà, il y a des outils qui sont hyper simples pour ça. D'ailleurs, Teams a des add-ons qui permettent de automatiquement envoyer une invitation à 2 personnes en fonction de la fréquence que vous souhaitez pour que ces échanges s'installent. Et c'est pas grave, on croise quelqu'un qui fait du support avec quelqu'un qui fait des ressources humaines, et tant mieux, on va parler de son job, on va se connaître. Il y a des cours de cuisine, il y a des formations, il y a des cours on a vu de cocktails. Là. Mais bon, bref, l'idée, c'est de réunir les personnes sur un thème qui est un peu différent. On décloisonne l'entreprise, on rapproche les équipes, et je pense qu'il faut générer cette démarche-là en interne parce que c'est assez fondamental. Il faut donner de l'impact. L'impact, c'est moi, ce que je trouve, c'est ce que les gens demandent le plus en entretien de recrutement. Je veux rejoindre une petite boîte parce que je veux avoir de l'impact. Eh bien, c'est important du coup de leur donner la parole et de leur permettre de s'exprimer, de leur permettre de mettre en œuvre les sujets. Alors, c'est pas forcément évident dans un grand groupe, c'est sûr. C'est pas forcément évident dans un petit groupe non plus, parce qu'on peut vite partir dans tous les sens, d'avoir des personnes qui ont des idées sur tout. Mais ce qu'on a fait, par exemple, chez Equiden, c'est qu'on a mis en place les side projects. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Marion, à peu près, mais les side projects, c'est en gros permettre à quelqu'un de se réaliser dans un autre sujet que la tâche première qui lui est confiée. Et les side projects, à la base, c'est proposé par les sociétés américaines plutôt pour leur dire, OK, tu as un projet entrepreneurial, reste toujours dans la boîte, mais on va te dédier du temps pour que tu puisses avancer et générer de ta créativité, ton enthousiasme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi une possibilité de faire des side projects en interne. Et ce qu'on a mis en place chez Equiden, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des idées sur les ressources humaines. Beaucoup de gens avaient des idées sur la finance, sur le recrutement, sur l'IT. Mais ces gens-là ne sont pas dans les départements en question. Et donc, on a créé des programmes drivé par le Head of HR, drivé par le Head of Finance, pour en fait dire, OK, tous ceux qui ont des idées et qui veulent participer au projet finance, au projet RH, venez. On se réunit toutes les semaines, on passe 1 heure, mais au moins, vous pouvez donner vos idées, vous pouvez impacter un département qui n'est pas le vôtre. Et accessoirement, ça permet aussi de dégonfler les frustrations qu'on peut avoir, parce que certains disent, non, mais les RH, elles font toujours ci, ça. OK, viens avec nous. On te donne la parole et on te permet même de nous donner, de nous faire changer les choses. Donc, c'est assez intéressant. Autre exemple, chez Spotify, pour donner de l'impact, lorsqu'ils ont mis en place dans leur chat interne la possibilité de créer un crew, donc une équipe ponctuelle sur un thème dédié qui est, par exemple,
je ne sais pas, on veut une cafétéria qui distribue du café gratuit. Bon, eh bien, dans ces cas-là, on va nommer un leader, celui qui a proposé le sujet. Il va réunir différentes personnes, dont des personnes du management, dont des personnes de différents départements, et il a 1 mois pour faire aboutir cette idée-là avec des personnes et avec un process qui, pour le coup, lui, est assez structuré. Mais donc, du coup, ça permet à toutes les équipes de proposer des idées et de les mettre en œuvre avec un process un peu cadré. Mais voilà, les personnes reprennent le pouvoir et ça peut faire peur. Mais si le process de validation est bien cadré, et ben en fait, la société va de plus en plus correspondre à ces équipes. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voilà, implémenter. J'avance. Je ne regarde pas le temps, hein, Christophe, tu me dis si je ne suis pas bon. Au niveau de la confiance, ça, c'est dans l'approche managériale. C'est le 3e pilier. La confiance, pour moi, elle doit être donnée, ce que j'appelle a priori, dès le départ. D'accord ? Les personnes qui sont là, si elles sont là, c'est qu'elles méritent d'être là. Et si elles méritent d'être là, c'est qu'on doit leur faire confiance. Peut-être que leur job n'est pas bon, peut-être que le département dans lequel ils sont n'est pas le bon, mais dans ces cas-là, il faut que les ressources humaines nous aident à réorganiser les équipes. Mais à partir du moment où elles sont là, il faut qu'on leur fasse confiance. Et vous avez vu des sociétés qui ouvrent de plus en plus, qui permettent la libération de la rémunération. Voilà, on choisit sa rémunération. On a des vacances illimitées. C'est des choses qui, bien sûr, sont très complexes à mettre en œuvre. Mais après, il faut voir. C'est pas, comment dire, c'est pas aussi libre que ça. Il y a quand même des petites lignes à lire quand Virgin ouvre les vacances à tout le monde. On permet à tous ceux qui sont dans leurs objectifs de prendre des vacances illimitées. D'accord, c'est déjà différent. Oui, mais c'est ça la logique, c'est de se dire qu'on réfléchit à des objectifs, on fait confiance aux personnes, vous êtes dans les clous, et ben profitez-en. On n'est pas là pour vous faire travailler 200%, on est là pour vous faire travailler ce que vous devez faire, et si vous êtes plus efficace ou vous voulez une organisation différente, allez-y. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les objectifs. Et donc ça, cette notion d'objectif, elle est de plus en plus importante, d'autant plus à l'ère du Covid et du remote, parce que les personnes ne sont pas forcément dans les bureaux, et du coup, cette confiance est d'autant plus importante, et ça implique pour ça du travail du côté managérial. Ça veut dire qu'on doit définir notre organisation par objectif. On se focalise sur le résultat et pas sur les moyens mis en œuvre. On ne va pas regarder si des personnes sont présentes, on s'en fiche, on regarde si les personnes délivrent entre guillemets ce qu'on leur demande. D'accord ? Et il y a de plus en plus de méthodologies qui sortent. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode des OKR. Il y a toute une documentation sur le sujet, mais je vous invite à regarder cette partie-là parce que ça permet de donner au management de donner la vision, aux équipes de s'approprier ces éléments-là et de faire en sorte justement de décortiquer des objectifs ou une vision d'un groupe en objectifs concrets au niveau de l'équipe et au niveau individuel. Et c'est ce que les personnes recherchent de plus en plus, j'ai l'impression. Au niveau des équipes, ça a été mentionné un peu plus tôt, effectivement, mais il y a quand même quelque chose qui est fondamental dans l'homme, c'est qu'on adore partager son expérience, on adore apprendre de l'expérience des autres. D'accord ? Que ce soit au niveau hard skills ou soft skills, on veut partager, ça va avec le lien humain. Pour ça, il faut permettre à ces équipes de partager leurs compétences. Et il y a les brown bag lunch, les brown bag lunch américaines. Voilà, on vient avec son sandwich dans une salle ou dans une room virtuelle et on vient écouter un thème donné par quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose de motivant pour les personnes qui sont là et pour les personnes qui animent. Chez Equiden, on a mis en place des squads. Ça veut dire que nous, en tant que cabinet de conseil, on a besoin d'avoir des offres. Ça peut être des offres de développement applicatif, d'intégration, bref, on a différents sujets. Et en fait, on a demandé dans nos équipes si certains voulaient prendre une responsabilité et si oui, sur quoi. Donc, on a défini les règles de validation, entre guillemets, d'élection de ces squad leaders. Et en fait, aujourd'hui, on a créé des sous-thèmes, des sous-équipes qui qui s'agrègent naturellement. Et ces équipes-là nous aident à définir une expertise sur un thème. Et c'est assez fascinant de voir qu'en fait, notre organisation qui était hiérarchique au départ, et ben en fait, elle a été décloisonnée. On a des leaders qui sont apparus qu'on n'avait peut-être pas imaginé. Et on a des équipes qui brainstorment, qui travaillent, qui nous donnent cette notion d'expertise sur des thèmes de manière naturelle et en étant hyper transverse à l'entreprise. Et ça a permis du lien, ça a permis de nous donner un niveau d'expertise assez intéressant. Autre approche, j'ai discuté cette semaine avec Doctolib, que vous connaissez peut-être. Et en fait, chez Doctolib, ils ont mis en place une sorte d'académie
qui s'est fait hyper simplement à une époque où ils se sont dit, mais en fait là, on commence à grossir. Ils sont passés de, je vais dire une bêtise, mais de 0 à 3 ou 4 000 salariés en 5 ans. Et à un moment donné, il fallait qu'on partage les compétences et qu'on sache à peu près comment on structure le knowledge en interne. Et ils ont fait un Excel en disant, voilà, les compétences dont on a besoin, c'est ça, dans tous les départements. Et après, ils ont dit, voilà, l'Excel est partagé à tout le monde. Tous ceux qui pensent être légitimes dans le fait de coacher ou d'être leader d'un de ces sujets, manifestez-vous. Et en fait, ils ont croisé le besoin avec la compétence. Donc là, ça a créé de l'engouement. Ils ont créé un planning derrière où en fait, ils se sont dit, bon, bah, du coup, toutes les semaines, on organise X projets en interne, enfin X partages. Et en fait, tout ça s'est fait hyper naturellement. Et on remet en cause régulièrement les compétences dont on a besoin, on remet en cause régulièrement les compétences, mais ça valorise les équipes énormément. D'accord. Ensuite, donner du sens et des perspectives. Ça, c'est quand même le rôle du manager. On se rappelle de l'illustration du tailleur de pierre au pied d'une canne. Encore 2 minutes. Pardon? Arbitre et encore joueur, 2 minutes 2 minutes. 2 minutes. Eh ben, j'avance, je crois qu'on est pas mal. Donner du sens et des perspectives, on se rappelle de l'illustration du tailleur de pierre. Quand on lui demande qu'est-ce que tu fais, bah, je taille une pierre. Et on demande à l'autre qu'est-ce que tu fais, bah, je construis une cathédrale. Cette chose-là, eh ben, il faut qu'on le garde en tête. Et il y a un bouquin qui est assez sympa de Simon Sinek qui s'appelle Why, qui permet de se rappeler que même dans des tâches ingrates, parfois ça arrive et ça peut être source de démotivation, on a la possibilité de rappeler l'importance de cette étape, peut-être ingrate, mais dans un process qui, pour le coup, lui, a énormément de sens et énormément de valeur pour l'entreprise. D'accord. Je ne pense pas que la partie prime et rémunération soit essentielle. Je pense que D'ailleurs, on voit des sociétés qui, aujourd'hui, ont des équipes business qui n'ont pas de variables. D'accord. Et ça marche très, très bien. Donc, on peut se poser cette question-là. Donc, voilà, c'est le sens, les perspectives qui font avancer les choses. Dernier sujet, on est là pour gagner des matchs. Ça veut dire qu'en tant que manager, on n'est pas là on n'est pas une mère ou un père de famille, on est un coach. On est là pour créer l'équipe qui va gagner. Donc, ça veut dire qu'on doit sélectionner les meilleures équipes et on doit faire en sorte d'aider les uns les autres. Mais les gens ont aussi quand même besoin de savoir qu'ils sont bien entourés et que l'équipe est constituée pour ces objectifs. Donc, soyez sélectionneur. D'accord. Une illustration que j'aime bien, l'entreprise aujourd'hui doit être vue comme un orchestre de jazz et pas comme un orchestre philharmonique. Ça, c'est aussi Netflix qui le dit. Ça veut dire qu'on est là pour sélectionner des personnes, leur faire confiance dans le morceau de musique qu'elles vont nous donner, mais on n'est pas là pour les guider un par un et leur dire précisément quoi faire. D'accord. Donc, le rôle du manager est essentiel et le recrutement est essentiel parce que pour faire tout ça, il faut que l'équipe soit soudée. Et quand une équipe est soudée, on peut déplacer des montagnes. Donc, assurez-vous que le processus de recrutement est bien géré. Vérifiez quels sont les éléments dans vos équipes qui sont successful pour savoir pourquoi ils sont bons et essayez de retrouver ces éléments-là dans les qualités des profils que vous allez chercher. Préparez bien les questions et les grilles d'interview pour être sûr qu'il y a un fit culturel de vos équipes. Et on se rappelle de Steve Jobs. On ne choisit pas des stars pour leur dire quoi faire, on choisit des stars pour qu'ils nous expliquent comment faire. Donc, en synthèse, on définit sa vision, on définit ses valeurs, on constitue une équipe qui est cohérente, on définit les objectifs concrets, on leur donne les moyens et ensuite on leur fait confiance et a priori, ça va fonctionner. J'ai à votre disposition une liste de bouquins qui, je trouve, sont très actuels et très riches sur ces sujets-là que je pourrais partager à l'issue de l'échange si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Hyper Merci. intéressant. En plus, les bibliographies, on a de quoi lire jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Donc, c'est génial. En tout cas, un tout grand merci pour ton partage d'expérience. On va rentrer sur la phase de table ronde. Donc, je remercie Marion et Aude de nous rejoindre. Vous êtes aussi prolifiques au niveau des questions. Il y a 10 questions qui ont été posées, 6 auxquelles on a déjà répondu. Donc, c'est chouette aussi. De nouveau, on vous transmettra tout ça après la conférence. On va arrêter le partage. Comme ça, on se voit. C'est plus agréable. Voilà.
Et puis, je vais peut-être juste commencer avec une question assez générale finalement, parce qu'au tout début, Marion, tu as posé le cadre au niveau un peu historique. Et puis, c'est vrai que mon ami et consultant Maxime Moran, vous connaissez certainement dans le domaine des RH, dit toujours que le travail, ça vient de tripalium, qui veut dire l'instrument de torture, d'accord, en latin. Et puis, c'est vrai que est-ce que toutes ces questions finalement de bonheur au travail, de plaisir au travail, est-ce qu'en fait on ne crée pas finalement trop d'attentes? Puis donc il y a forcément entre le travail qui des fois n'est pas toujours rigolo et marrant avec des clients qui sont parfois pénibles et chiants. Est-ce qu'en fait le fait de mettre la barre ici, ça ne génère pas finalement un gap impossible à combler pour les managers, les RH, etc. Je ne sais pas qui veut répondre à ça, mais peut-être Marion et puis après Aude aussi. Hein. Ouais. Je veux bien donner un début de réponse, puis que Aude, éventuellement, tu puisses compléter par ton point de vue. On dit que finalement, choisis bien ton travail et puis tu n'auras jamais l'impression de travailler dans ta vie. C'est en ça aussi qu'il y a une vraie responsabilité individuelle et puis ça rejoint ce que Geoffrey disait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir quand ce qu'on fait nous correspond, quand on y trouve du sens, quand on continue à se développer, quand on a encore les compétences, l'envie, etc. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'on doit prendre conscience qu'on peut être mobile, qu'il faut pouvoir bouger, qu'il faut pouvoir continuer à se développer. Et le travail, oui, ça devient une torture à partir du moment où ça demande des efforts, une dose d'énergie qui est trop importante. Donc à partir du moment où le contexte ne nous correspond plus, et puis c'est là où il faut avoir la sagesse de sortir de ce contexte pour aller dans un nouveau contexte qui nous correspond plus. Et donc, c'est en soi une responsabilité partagée d'identifier le moment où le contexte est plus bon pour soi. Et ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est un courage de se rendre compte de ça. Ouais, par contre, c'est vrai que les organisations dites bienveillantes, qui font très attention finalement aux employés très humaines, etc., coûtent un peu bisounours des fois, justement, enfin, font que les gens, des fois, sont dans des jobs un peu trop longtemps pour lesquels ils ne sont pas très bons ou pas faits pour. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé évidemment ton input, Geoffrey, sur la question de l'offboarding qu'on doit susciter au niveau de l'organisation et finalement bien réussir. Donc, c'est pas parce que quelqu'un doit quitter un rôle finalement qu'on ne doit pas. Au contraire, on ne doit pas l'accompagner pour quitter ce rôle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis ça fait le lien avec ce que tu dis, Marion. Oh, tu voulais rajouter quelque chose sur cette question-là de la torture De la et des attentes torture. trop élevées. Oui, Ouais. donc c'est abordé le premier jour lors du Master RH. En tout cas, quand je l'ai connu il y a 12 ans à l'Université de Genève, donc on a bien cette définition en tête, hein, et puis l'héritage latin. Je dirais il peut encore y avoir cet aspect, donc c'est pas que du plaisir non plus, ou c'est pas que du bonheur non plus. Lors des discussions, les études ont beaucoup évolué depuis, puis la culture au travail. Hein. J'avais fait un Master RH à l'Université de Genève entre 2008 et 2010. Et à l'époque, je me souviens de certains cours où on disait il n'y a pas encore eu d'études qui ont prouvé que les gens heureux au travail étaient plus performants. Donc, si on pouvait éviter de trop aborder ce sujet, parce que voilà, faut quand même de la performance. Depuis, il y a eu beaucoup plus d'argent investi sur les études pour prouver et pour étudier cet aspect. Et puis, on en parle aussi, je pense qu'il ne faut pas, en effet, tout miser seulement sur cet aspect. Par contre, c'est une question d'équilibre. Je rejoins ce que Marion disait aussi. Il y a un risque. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés comme pouvant prédire du burn-out. Par exemple, il y a l'engagement de continuité. L'engagement de continuité, c'est quand il y a un déséquilibre de fond entre la satisfaction qu'on a au travail et la dépense d'énergie. Par contre, il y a trop à perdre en quittant ce travail. Donc, l'épuisement, en fait, se crée et se conforte au fur et à mesure parce que la situation n'est pas équilibrée, mais qu'il y a quand même un saut à faire qui coûte trop aux travailleurs. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et je reviens avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a une partie où les travailleurs et travailleuses doivent être maîtres de leur propre destin. Et pouvoir aussi prendre certains risques ou faire des choix qui peuvent créer un inconfort ou une difficulté temporaire, mais qui visent à une situation meilleure sur le long terme. Oui, merci, super intéressant. Geoffrey, tu as quelque chose à rajouter sur cette question-là? Tu t'es pas mal positionné déjà. Merci beaucoup. Ouais. On a une question là. Allez, on va donner
la parole au public. On a une question de Rachel. Est-ce que quelqu'un peut activer le micro de Rachel? S'il vous plaît, Rachel, il faut encore réactiver votre micro du moment qu'on vous a donné le droit de le faire. Voilà, ouais, c'est un double. Voilà, bienvenue Rachel. Merci, mais je n'ai pas posé de questions. Ah, mais vous avez levé la main, Rachel, donc vous avez une Ah, main excusez-moi, c'est une levée. erreur alors. Pas de souci. Pas de souci. C'est bien, on a Stéphanie et Luca, du coup, qui sont empressés de lever la main. Stéphanie, la parole est à vous. Moi, j'ai une question parce que j'ai découvert tard, en fait, cette motivation et ce plaisir au travail. Je ne le cache pas que d'arriver dans les rangs de Loïco m'a permis de découvrir, en fait, Ah, cette merci application. Stéphanie, super, super. Bien Voilà. joué. Non, mais bravo, Voilà, alors. mais on s'était mis d'accord. Ouais, c'est ça, c'était préparé. Ça. Vas-y, je te laisse poser la question. Qu'en est-il de l'âge, au fait, des employés? Parce que, bonne quarantenaire, on a été plutôt formaté, avec à l'époque encore des tests d'aptitude à l'école. On n'était pas encore fini, au fait, hein, à l'époque. Euh, Comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes dans le fait de trouver du plaisir et d'arriver à apprendre à se connaître finalement, parce que c'est la grosse question de la vie. Et c'est là l'inquiétude que j'ai pour nos plus jeunes, parce qu'ils n'auront pas tous la chance de travailler avec autant de joie que nous tous ici réunis, quoi. Donc, merci, voilà. merci. Super. Marion, vas-y, merci Oui. Stéphanie. Marion. Moi, j'ai des enfants en bas âge encore et une de mes amies est allée, la marraine de mon fils est allée chercher mon fils à l'école et elle a 45 ans aujourd'hui. Hein. Donc, elle m'a dit je suis épatée de voir qu'ils travaillent sur l'intelligence émotionnelle à la crèche. C'est-à-dire reconnaître ses émotions et savoir que faire quand on a ces émotions, comment les gérer. Et elle m'a dit si moi j'avais eu ça quand j'étais petite, ça m'aurait grandement aidée. Et cette personne-là, elle a fait un burn-out dans sa vie professionnelle. Donc, j'ai envie de dire, simplement, déjà en ayant cette intelligence émotionnelle, je pense qu'on arrive à reconnaître ce qui nous met en joie et ce qui nous permet, du coup, de prendre plaisir dans notre travail. Et puis, c'est dans la vie de tous les jours et on arrive à reconnaître ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et du coup, d'arriver à faire des choix en fonction de ça et de s'écouter. Merci beaucoup. Mais finalement, au niveau, puisque voilà, on a des RH et des chefs d'entreprise et des managers, comment évidemment l'entreprise, elle fait, je ne sais pas si Aude qui acquiesce, tu veux répondre à ça, mais l'entreprise par rapport à cette question de développement personnel, hein, parce qu'on parle du développement personnel, finalement, comment elle peut se positionner? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Qu'est-ce que l'Université de Genève apporte, le cas échéant? C'est une bonne question. On a beaucoup de... je n'ai pas en tête la moyenne d'âge de l'Université de Genève. Hein. Elle diffère aussi beaucoup suivant le type de poste occupé. Mais on a de toute façon une grande population de doctorants et doctorantes voilà, qui ont environ 30 ans. J'acquiesçais, mais parce que c'était très sensé ce qui était partagé, et aussi juste avec en tête la question de la génération Y. Et c'est vrai qu'il y a une demande. Alors, bien sûr, il y a des études, mais il y a aussi un constat au niveau de la réalité qui a un positionnement différent des personnes. Donc, je crois que c'est à peu près à partir de 1980, 1980, 85 en fait pour l'année de naissance. Et en fait, il y a une exigence souvent, mais que je trouve très saine, de dire apportez-moi de l'épanouissement. Que l'employeur propose en fait une possibilité de se développer ou de s'épanouir. Et le critère de satisfaction au travail est un critère pour quitter son poste. Et ça, je pense que c'est c'est assez sain et puis c'est aussi très important parce que là, il y a des garde-fous qui sont mis en place. C'est pas juste l'employeur qui peut continuer à prendre l'énergie de manière caricaturale, mais quand même de prendre l'énergie tant que les gens peuvent en donner. Mais il y a aussi un positionnement qui dit voilà, c'est un accord, on a envie de s'investir et on y va dans ce cadre. Et pour ce que l'employeur peut dans ce cas-là proposer, c'est des opportunités. Des choses intéressantes à faire, des choses intéressantes à étudier, des opportunités comme pour l'Université de Genève. Hein, il y a toute une dimension aussi entrepreneuriale dans l'université au niveau des chercheurs et des chercheuses. C'est-à-dire qu'il y a une idée, il faut convaincre, il faut trouver les fonds, on organise une équipe et on y va pendant plusieurs années, souvent 5 ans.
Donc la diversification et nouveaux projets, etc. Je rajouterais une chose que je trouve intéressante, c'est que finalement, j'ai introduit la question, alors après qui a été repris et développé, mais sur la question finalement du tripalium d'un côté, dans l'extrême, et puis du bonheur au travail dans l'extrême inverse. Et puis en fait, ce que nous, on se rend compte, c'est que si on est dans une logique, parce qu'on parle des jeunes générations, des générations Y, etc., finalement, les jeunes arrivent dans une société qui insiste beaucoup sur le bonheur au travail et tout ça, peut-être que l'aspect tripalium, des fois, est un petit peu oublié, notamment pour les générations. Donc, la question du coaching me semble relativement intéressante, notamment pour les jeunes générations. Merci beaucoup. Merci pour ta réponse, Aude. On a Chris Brutin qui avait levé la main. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro. Oui, alors non, c'était une erreur. Pas de souci, très bien. Comme ça, on fait un petit test, une petite formation webinaire Zoom ce matin. Je vous remercie beaucoup, aucun souci. J'aimerais juste, parce qu'évidemment, on a beaucoup de vécu et parlé de digitalisation. Enfin, on en parle beaucoup depuis longtemps, évidemment, mais maintenant, c'est clair qu'on a eu un effet accélérateur de la crise. Et toute cette question, finalement, de l'éloignement des collaborateurs qu'on a vécu pendant 13 mois pour beaucoup d'organisations a été clé, notamment dans la gestion des ressources humaines et justement de la motivation. Vos trucs, finalement, quels ont été les éléments dans cette phase d'éloignement les plus marquants, les plus intéressants à partager pour le maintien de la flamme des collaboratrices et collaborateurs? Qui c'est qui veut se prononcer là-dessus? Est-ce qu'on a perdu notre ami? Ah, tu es toujours là, Geoffrey, pardon, excuse-moi. Moi, je suis là, je veux prendre la parole sur ce point-là. Je pense que on a mis en place des meetings mensuels pour partager les chiffres de l'entreprise et pour faire participer les équipes à des décisions qui sont relativement stratégiques ou importantes pour l'entreprise. Et je trouve qu'on a beaucoup parfois de frustration dans un groupe sans forcément en avoir toute l'image, on va dire tous les éléments pour décider. Et plus on partage ces contraintes et ces difficultés et ces enjeux, plus les équipes se sentent concernées et ont peut-être des idées déjà moins arrêtées sur certains thèmes parce qu'on se rend compte que finalement les décisions ne sont pas si simples que ça à prendre. Mais voilà, je trouve qu'on partage l'information de manière régulière en se rappelant nos objectifs et en se rappelant que tout le monde doit contribuer à ces objectifs-là. Merci. Le partage d'informations, j'imagine que vous avez des outils, des réseaux sociaux internes pour le faire, et puis vous ne faites pas des reply tools par email, juste en termes d'outils peut-être, parce que la question nous a été posée. Quels outils vous utilisez pour l'information interne? Nous, la session, c'est avec une bière à la main, parce que c'est 1 heure par mois de détente. Tout le monde est dans ses différents bureaux et c'est les différents responsables de département qui présentent les chiffres, les tendances, les métriques et on va dire le réaliser par rapport aux objectifs. Donc une présentation participative en vidéoconf où chacun, d'accord. Et on essaye de ne pas avoir de tabou, c'est pas évident, mais d'autoriser toutes les questions. Il y a un élément, puis là, il est 10h00. Donc, mais l'avantage d'une webconf, c'est que si vous en avez marre, vous pouvez partir, donc sans déranger tout le monde. Donc, on va continuer quelques minutes, si vous le permettez. Mais il y a une chose, moi, qui me marque beaucoup, c'est que, en tout cas, chez l'OECO, on parle d'intelligence collective, puis on dit que 2 piliers très importants, c'est l'information pour susciter l'intelligence collective. Puis le deuxième pilier, c'est le pouvoir, le fait de vraiment donner le pouvoir aux gens, de prendre des décisions sur des éléments qui les concernent vraiment. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de directions d'entreprise qui prennent pas mal de temps à informer les gens. Puis, de l'autre côté, vu qu'ils n'ont pas l'autonomie, quand vous n'avez pas l'autonomie, faites l'information qu'on vous donne, vous ne pouvez rien en faire. Donc, du coup, ça rentre là, ça sort là. Finalement, c'est plutôt du temps perdu, quoi. Donc, je voulais faire un petit peu le pont avec la question de l'autonomie. Donc, est-ce que pour vous, l'autonomie est un des facteurs les plus importants lorsqu'on parle de motivation des collaborateurs? Et du coup, comment est-ce que vous suscitez cette autonomie? Je ne sais pas si Geoffrey, Aude ou Marion voulait répondre à ça. L'importance de l'autonomie dans la motivation des collaborateurs. Moi, je voudrais partager un outil qu'on utilise beaucoup avec nos clients en ce moment. C'est l'outil de co-développement. L'outil de co-développement, il a l'avantage de justement permettre aux gens de partager leur expérience, de partager leurs réussites, leurs apprentissages, les best practices. Ça permet de créer ce lien dont on parlait tout à l'heure.
Ça permet de montrer justement, de partager, d'avoir ce plaisir d'aider son collègue à résoudre une solution. Ça permet d'avoir ce sentiment d'autonomie parce que justement, on a la capacité en fait de faire plus que son rôle de travail parce qu'on est là à aider ses collègues, voire même son manager à résoudre une problématique. Et moi, je conseille souvent en formation aux managers d'utiliser cet outil avec leurs équipes parce que les managers prennent beaucoup sur eux en termes de responsabilité. Hein. Ils veulent souvent le meilleur pour leur équipe, solutionner leurs problèmes, etc. Et en fait, le co-développement, justement, ça rend cette autonomie au travailleur, à l'employé, en leur disant, voilà, toi aussi, tu es capable de résoudre la solution, aide-moi, comment est-ce qu'on fait? Et ça, je pense que ça résout beaucoup de problématiques par rapport à la motivation. Et les résultats, nous, en formation, sont vraiment très enthousiasmants des gens qui participent. Merci beaucoup. Est-ce que Geoffrey ou Aude voulez vous positionner cette question? Alors Aude, et puis après Geoffrey. Oui, sur un point d'autonomie, je pense que l'autonomie, elle est aussi au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour aller au-delà du rôle, c'est dans le rôle. Et c'est sur la capacité, je notais ce que tu disais tout à l'heure aussi, Christophe, entre l'information ou le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'influence ou la capacité à résoudre soi-même aussi certaines situations ou à organiser les choses pour que ça aille dans ce sens-là. Et je pense que ça contribue énormément déjà à diminuer les frustrations ou le sentiment d'être coincé aussi, qui est extrêmement néfaste sur la santé comme sur l'ambiance aussi ou sur la motivation. Mais bien sûr, il y a des choses à définir pour que l'autonomie se passe bien. Et j'encouragerais en fait à définir les points sur lesquels il y a besoin d'un contrôle, où il y a besoin d'une discussion, d'une validation, les points, le domaine de responsabilité à l'intérieur duquel les collaborateurs et collaboratrices peuvent être autonomes et à respecter aussi, que ce soit en termes de feedback comme en termes d'être solidaire d'une décision qui a été déléguée, même si ça se passe mal. Merci beaucoup. Geoffrey? Oui, moi je voulais revenir sur les OKR, la méthode de définition un peu des objectifs en interne, parce que je pense qu'on est tous un peu pareils, et on le voit aussi beaucoup dans les entretiens de recrutement pour ceux qui en font. Quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes plus travail d'équipe ou travail individuel, on est incapable de répondre à ça. Et on est toujours embêté de dire, on est équipe, mais on aime bien les objectifs individuels, et puis on n'est pas trop individuel, on aime bien aussi le travail d'équipe. Et je trouve que la méthode des OKR est intéressante, ou en tout cas une méthode à savoir, on demande aux équipes de définir les objectifs, parce que on va travailler au niveau d'un département ou d'une équipe pour définir les objectifs de l'équipe, et on se donne des objectifs individuels en disant, voilà, moi, vis-à-vis de tout le monde, je m'occupe de ça, et je dois délivrer ça, et je trouve que l'autonomie passe par une construction d'objectifs clairs et individualisés aussi. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour conclure finalement. Cette question, elle est assez logique, mais on aimerait que vous puissiez fournir ou transmettre de la substantifique moelle, comme disait un certain auteur de vos présentations sur cette dernière question. Donc, pour vous, l'élément le plus important lorsqu'on parle de motivation des collaborateurs, je prends un petit peu à froid évidemment, mais c'est le plaisir du direct, l'élément le plus important concernant la motivation des collaborateurs que vous aimeriez que les spectateurs, les vidéospectateurs retiennent, les spectatrices. Vous pouvez lever la main quand vous êtes prêt à répondre à cette question. Est-ce que Aude, tu es prête à répondre à cette question? Vas-y Aude, et puis après Marion. Marion, si tu veux, comme tu préfères. Non, mais moi, j'aurais envie de dire spontanément le plaisir. Le plaisir de faire ce qui nous correspond, le plaisir de mettre en pratique ses compétences, le plaisir d'aider son collègue, le plaisir de résoudre une problématique. Voilà, le plaisir. Merci beaucoup. Aude? Moi, ce que j'allais dire, c'est de faire la place, de laisser la place aux gens pour pouvoir contribuer. C'est-à-dire, il y a un côté systémique, forcément, je suis dans les ressources humaines aussi, donc il faut que le système le permette, mais il faut qu'un système permette aux gens de pouvoir contribuer, de pouvoir vivre à l'intérieur. Magnifique, merci beaucoup. Et Geoffrey? Ah, tu actives ton micro, Geoffrey.
Alors, pardon, je suis navré, je disais que je n'étais pas sûr de la question. C'était la substantifique moelle. Ouais, non, c'est vraiment juste simplement si pour toi, tu devais retenir une chose en termes de motivation des collaborateurs, qu'est-ce qui est le plus important, quel est le Moi, je concept le plus pense fondamental? qu'il y a quand j'ai créé la communauté Together by Tech, j'ai beaucoup lu et discuté sur la notion de créer une communauté. Et cette communauté, elle permet, à partir du moment où elle est bien fédérée, d'aller très très loin. Et je pense qu'il faut garder en tête, dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise, qu'il ne faut pas faire pour les autres, mais il faut faire avec les autres. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, magnifique. Franchement, moi, j'ai passé un moment super inspirant. On a aussi donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, quoi. On a parlé d'offboarding, de B2B, de Ask Me Anything, de Office Wipe, de Side Project, de méthode OKR, de co-développement, de plein de trucs. Donc, en tout cas, si vous sortez pas de cette conférence avec des outils, bah, c'est que vous avez fait autre chose pendant ce webinaire. Ce qui arrive aussi au niveau de la concentration de travail, comme toujours en télétravail. En tous les cas, un grand merci à toutes et à tous. Merci à Otherwise 9 pour la préparation. Vous avez été brillants. Merci aussi à l'équipe Loïco pour la co-création. Et merci évidemment à Geoffrey, Aude et Marion. Vous avez vraiment cartonné. On a eu du plaisir avec vous. Merci à toutes et à tous. Restez en santé et continuez à avoir du plaisir dans ce que vous faites. À tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. On l'espère.